AD3, stimulus corporel interne organique. Alors que nous sommes en train de chercher les sources du rêve, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'organisme, nous devons nous souvenir que presque tous nos organes internes qui, dans l'état de santé, nous signalent à peine leur existence, deviennent pour nous, dans ces états de stimulation, comme nous les appelons, ou dans des maladies, une source de sensation, la plupart du temps pénible, qui doit être assimilée aux excitateurs que sont les stimuli douloureux et sensitifs arrivant de l'extérieur. Ce sont là des faits d'expérience connus depuis très longtemps qui amènent Strumpel, par exemple, à déclarer, page 107, l'âme parvient dans le sommeil à une conscience sensitive bien plus profonde et plus étendue de sa corporéité qu'à l'état de veille et elle est obligée de recevoir et de laisser agir sur elle certaines impressions de stimuli qui sont issues de parties et de modifications de son corps dont, à l'état de veille, elle ne savait rien. Aristote déjà donne pour fort possible qu'on soit rendu attentif dans le rêve à des états de maladie qui commencent, dont on ne remarque encore rien à l'état de veille, du fait de l'agrandissement que le rêve confère aux impressions, voire plus haut, page 27, et des auteurs médicaux dont le point de vue était sûrement éloigné d'une croyance à la vertu prophétique du rêve ont pour le moins entériné cette signification du rêve en ce qui concerne l'annonce d'une maladie, cf. M. Simon, page 31, et beaucoup d'auteurs plus anciens. Il semble qu'on ne manque pas non plus, à des époques plus récentes, d'exemples attestés de ces diagnostics effectués par le rêve. C'est ainsi, par exemple, que Tissier rapporte auprès article Essai sur la valeur sémiologique des rêves l'histoire d'une femme de 43 ans qui, pendant quelques années, apparemment en pleine santé, fut affligée de rêves d'angoisse et qui, à l'investigation médicale, révéla ensuite le début d'une affection cardiaque à laquelle elle succomba très vite. Des troubles prononcés des organes internes agissent manifestement chez toute une série de personnes comme des excitateurs du rêve. En général, il est fait état de la fréquence des rêves d'angoisse chez les malades du cœur et des poumons. Et cette dimension de la vie de rêve est d'ailleurs tellement mise en avant par de nombreux auteurs que je puisse me contenter ici d'un simple renvoi à la littérature. Reidstock, Spita, Maury, M. Simon Tissier. Tissier estime même que les organes affectés confèrent au contenu du rêve leur empreinte caractéristique. Les rêves des malades du cœur sont habituellement très courts et se terminent par un réveil dans l'effroi, presque toujours dans la situation d'une mort dans des circonstances atroces, jouent un rôle dans le contenu de ces derniers. Les malades des poumons rêvent d'étouffement, de cohue, de fuite, et un nombre impressionnant d'entre eux est soumis au cauchemar bien connu, que Bourner a d'ailleurs pu provoquer expérimentalement en se couchant face contre terre et en recouvrant les ouvertures respiratoires. Dans les troubles digestifs, le rêve contient des représentations provenant de la sphère de la gourmandise et du dégoût. Enfin, l'influence de l'excitation sexuelle sur le contenu des rêves est suffisamment tangible dans l'expérience de tout un chacun et elle apporte le plus fort des soutiens à toute la doctrine de l'excitation du rêve par un stimulus organique. On ne saurait non plus méconnaître, si l'on étudie de manière approfondie la littérature sur le rêve, que certains des auteurs, Maury, Weygand, ont été amenés à s'occuper des problèmes du rêve par l'influence de leur propre état de maladie sur le contenu de leur rêve. Le surcroît de sources du rêve provenant de ces faits indubitablement établis n'est d'ailleurs pas aussi significatif qu'on pourrait le croire.
Le rêve est en effet un phénomène qui se produit chez les bien portants, peut-être chez tous, peut-être toutes les nuits, et qui ne compte évidemment pas l'affection organique aux normes de ces conditions indispensables. Or, il s'agit pour nous de savoir, non pas d'où proviennent les rêves particuliers, mais quelle peut être la source de stimulus pour les rêves habituels des individus normaux. Pourtant, il n'y a maintenant qu'un pas de plus à faire pour rencontrer une source du rêve qui coule plus abondamment que toute source antérieure et qui, à vrai dire, tarir. S'il est établi avec certitude que l'intérieur du corps, dans l'état de maladie, est la source des stimuli du rêve, et si nous concédons que l'âme, dans l'état de sommeil, détournée du monde extérieur, peut diriger une plus grande attention sur l'intérieur du corps, alors on est tenté de supposer que les organes n'ont pas besoin de tomber d'abord malades pour faire parvenir à l'âme qui dort des excitations qui deviennent, d'une manière ou d'une autre, des images de rêve. Ce qu'à l'état de veille nous ne percevons sourdement comme sentiment global, que de façon qualitative et à quoi, selon les médecins, tous les systèmes organiques apportent leur contribution. C'est ce qui, la nuit, ayant acquis une force efficiente et agissant selon chacune de ses composantes, fournirait la source la plus puissante aussi bien que la plus habituelle qui révèle les représentations de rêve. Il resterait encore à rechercher les règles d'après lesquelles les stimuli organiques se transposent en représentations de rêve. Nous avons abordé ici cette théorie de la genèse du rêve qui est devenue la préférée de tous les auteurs médicaux, l'obscurité au sein de laquelle le noyau de notre rêve, le moelle blanchnique, comme le nomme Tissier, se dérobe à notre connaissance et l'obscurité de la genèse du rêve correspondent trop bien entre elles pour ne pas être mises en relation. Le raisonnement qui fait de la sensation organique végétative le formateur du rêve a pour le médecin cet attrait supplémentaire de permettre aussi de réunir étiologiquement rêve et trouble mental qui montrent tant de concordance dans leurs manifestations, car les altérations du sentiment global et les stimuli qui émanent des organes internes se voient aussi imputer une très large significativité pour la genèse des psychoses. C'est pourquoi il n'y a pas à s'étonner qu'on puisse faire remonter la théorie du stimulus corporel à plus d'un inventeur, chacun l'ayant énoncé indépendamment. Ce qui a été déterminant pour toute une série d'auteurs, c'est le raisonnement développé en 1851 par le philosophe Schopenhauer. L'image du monde prend naissance en nous par le fait que notre intellect refont les impressions, l'atteignant de l'extérieur dans les formes du temps, de l'espace et de la causalité. Les stimuli provenant de l'intérieur de l'organisme, depuis le système nerveux sympathique, exercent tout au plus une influence inconsciente sur notre humeur pendant la journée. Mais pendant la nuit, lorsque l'effet assourdissant des impressions du jour a cessé, ces impressions qui surgissent de l'intérieur sont en mesure d'obtenir de l'attention, de la même façon que, pendant la nuit, nous entendons le murmure de la source que le bruit du jour rendait imperceptible. Mais comment l'intellect réagirait-il à ces stimuli autrement qu'en exerçant sa fonction spécifique? Il transformera donc les stimuli en des figures remplissant l'espace et le temps qui se meuvent en suivant le fil directeur de la causalité. Et c'est ainsi que le rêve prend naissance. Schörner et après lui Volkilt ont ensuite cherché à pénétrer plus intimement dans la relation entre les stimuli corporels et les images de rêve,
Nous nous réservons de prendre en compte leur idée dans le chapitre sur les théories du rêve. Dans une investigation menée de manière particulièrement conséquente, le psychiatre Krauss fait découler la genèse du rêve, comme celle des délires aigus et celle des idées délirantes, du même élément, la sensation organiquement conditionnée. On ne saurait imaginer un endroit de l'organisme qui ne puisse devenir le point de départ d'un rêve ou d'une image délirante. La sensation organiquement conditionnée peut cependant être divisée en deux séries. 1. Celle des états d'humeur totaux, sentiments globaux. 2. Celle des sensations spécifiques, immanentes aux systèmes principaux de l'organisme végétatif, dont nous avons différencié 5 groupes. A. Les sensations musculaires. B. Les pneumatiques. C. Les gastriques. D. Les sexuelles. Et E. Les périphériques. Page 33 du deuxième article. Quant à la façon dont se déroule la genèse des images de rêve sur la base des stimuli corporels, Krauss fait l'hypothèse suivante. Une fois réveillée, la sensation évoque, suivant une quelconque loi de l'association, une représentation qui lui est apparentée et qui s'allie avec elle en une formation organique, mais envers laquelle toutefois la conscience se comporte autrement qu'il n'est normal, car celle-ci n'accorde aucune attention à la sensation elle-même, mais elle la dirige entièrement vers les représentations qui l'accompagnent, ce qui est en même temps la raison pour laquelle cet état de choses a pu si longtemps être méconnu. Page 11. Squire Krauss trouve d'ailleurs, pour ce processus, l'expression particulière de transsubstantiation des sensations en images de rêve, page 24. L'influence des stimuli corporels organiques sur la formation du rêve est aujourd'hui presque généralement admise. La question concernant la loi qui régit la relation entre les deux reçoit des réponses très diverses, comportant souvent des informations obscures. Dès lors, sur ce terrain de la théorie du stimulus corporel, la tâche particulière de l'interprétation du rêve est de ramener le contenu d'un rêve aux stimuli organiques qui le causent. Et si l'on ne reconnaît pas les règles d'interprétation découvertes par Schirler, on se trouve souvent devant ce fait fâcheux que la source du stimulus organique ne se trahit justement par rien d'autre que par le contenu du rêve, mais l'interprétation de diverses formes du rêve que l'on a qualifiées de typiques, parce qu'elles reviennent chez tant de personnes avec un contenu tout à fait analogue, a pris un tour plutôt concordant. Il s'agit des rêves bien connus de chute du haut d'un sommet, de chute dedans, de vol et d'embarras éprouvés quand on est nu ou mal habillé. Ce dernier rêve proviendrait simplement de la perception faite dans le sommeil que l'on a rejeté la couverture de lit et que l'on est là sans rien sur le corps. Le rêve de la chute de dents est ramené à un stimulus dentaire, mais sans que soit forcément entendu par là un état d'excitation des dents par maladie. Le rêve de voler est, d'après Strumpel, l'image adéquate utilisée par l'âme pour interpréter le quantum de stimulus provenant des deux ailes du poumon qui montent et qui descendent, alors qu'en même temps la sensation cutanée du thorax a déjà sombré jusqu'à l'absence de conscience. C'est par cette dernière circonstance qu'est obtenue la sensation liée à la forme représentative qu'est l'action de planer. La chute du haut d'un sommet aurait son facteur occasionnant le fait qu'une fois intervenue l'absence de conscience de la sensation de pression cutanée, ou bien un bras tombe et s'écarte du corps, ou bien un genou replié et soudain tendu, la sensation de la pression cutanée redevenant consciente, tandis que le passage au devenir conscient prend corps psychiquement dans un rêve de chute. Strumpel, page 118. La faiblesse de ces tentatives d'explication plausible réside évidemment en ceci que, sans autre point d'appui, ils font disparaître de la perception animique tel ou tel groupe de sensations organiques, ou les font s'imposer à elles jusqu'à ce que la constellation favorable à l'explication soit établie. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur les rêves typiques et leur genèse,
Monsieur Simon a tenté de déduire de la comparaison de toute une série de rêves similaires quelques règles concernant l'influence des stimuli organiques sur la détermination des rêves qui en sont le résultat. Il dit, page 34, si dans le sommeil n'importe quel appareil organique qui normalement participe à l'expression d'un affect se trouve à la suite de n'importe quel autre facteur occasionnant dans l'état d'excitation où il est mis d'ordinaire lors de cet affect, le rêve naissant contiendra alors des représentations qui sont adaptées à l'affect. Une autre règle énonce, page 35, si dans le sommeil un appareil organique est dans un état d'activité, d'excitation ou de perturbation, le rêve amènera des représentations qui se rapportent à l'exercice de la fonction organique que cet appareil remplit. Morley-Vold a entrepris de démontrer expérimentalement pour un domaine particulier l'influence supposée de la théorie du stimulus corporel sur la production du rêve. Il a fait des expériences consistant à modifier les positions des membres du dormeur et à comparer les rêves qui en sont le résultat avec les modifications intervenues chez lui. Il communique les propositions suivantes comme résultat. 1. La position d'un membre dans le rêve correspond à peu près à celle existant dans la réalité effective, c'est-à-dire qu'on rêve d'un état statique du membre correspondant à l'état réel. 2. Lorsqu'on rêve du mouvement d'un membre, ce mouvement est toujours tel que l'une des positions qui apparaît lorsqu'on l'exécute correspond à la position effective. 3. On peut reporter aussi la position de son propre membre dans le rêve sur une personne étrangère. 4. On peut rêver aussi que le mouvement en question est empêché. 5. Le membre dans la position en question peut apparaître dans le rêve comme animal ou monstre, auquel cas une certaine analogie est établie entre l'un et l'autre. 6. La position d'un membre dans le rêve peut susciter des pensées qui ont une quelconque relation avec ce membre. C'est ainsi, par exemple, qu'on rêve de nombres quand on s'occupe de ses doigts. Je conclurai de ces résultats que la théorie du stimulus corporel, elle non plus, n'est pas en mesure d'effacer complètement l'apparente liberté dans la détermination des images de rêves qui seront éveillées.